Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est peut-être la plus grande criminelle de tous les temps. Elisabeth Báthory vivait en Hongrie à l'époque de nos guerres de religion et elle a fait torturer à mort des centaines de jeunes filles. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Plus de 600 victimes, selon les estimations hautes, auraient été immolées sur ordre de l'ogresse des Carpates, comme on l'a notamment surnommée, Elisabeth ou Erzsébet en hongrois Báthory. Pendant son long procès, les juges ont été révulsés par tout ce qu'ils ont pu apprendre. Et du reste, une fois n'est pas coutume, je tiens à signaler que ce que je vais vous raconter aujourd'hui pourrait choquer les personnes très sensibles. Alors des questions, des remarques adressées à Franck et à son invité. Pour cela, rien de plus simple. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site internet d'Europe 1, www.europe1.fr. La comtesse sanguinaire nous attend avec un catalogue de supplices affreux et bien des victimes à sacrifier. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le sinistre château de Krzejcie était jadis une forteresse massive et grise, fichée sur un éperon désolé des petites Carpates. On est là aux limites extrêmes de notre Slovaquie. Imaginez des murs très épais, tout juste percés de petites fenêtres comme des meurtrières, de longues salles un peu trop basses, remplies d'échos lugubres, et partout des caves et des cachots, des souterrains qui permettent d'accéder à la forteresse en secret depuis des entrées qui sont très éloignées et qui sont cachées évidemment. La légende locale veut qu'au moment de sa construction au Moyen-Âge, une jeune femme ait été murée vivante dans Krzejcie, dans l'espoir de procurer abondance et prospérité aux futurs occupants. C'était une légende prémonitoire. Cette imposante et froide bâtisse est en effet devenue, à la Renaissance, la prison, je devrais dire, le tombeau, de la très haute, très noble, très puissante comtesse Erzsébet Báthory. On l'a recluse dans sa propre chambre, dont les maçons sont venus murer toutes les ouvertures, ne laissant filtrer dans le haut des fenêtres obstruées qu'un étroit ray de lumière, et dans un coin de la porte condamnée qu'un petit guichet pour y passer de la nourriture. La sentence a été prononcée par Turgot, qui était grand palatin de Haute-Hongrie et qui se trouvait être un cousin par alliance d'Elisabeth Báthory. Erzsébet, tu n'es qu'une bête, tu ne mérites pas de respirer l'air de cette terre et de voir la lumière de Dieu. Tu n'es pas digne non plus d'appartenir à la société humaine. Tu vas disparaître de ce monde et tu n'y rentreras jamais. Les ténèbres t'entoureront et tu pourras te repentir de ta vie bestiale. Puisse Dieu te pardonner tes crimes, maîtresse de Krzejcie, je te condamne à la prison perpétuelle dans ton propre château. Mais qu'a bien pu faire la comtesse Báthory pour mériter une si terrible peine ? Ce qu'elle a fait, presque rien, elle a fait enlever des années durant plusieurs dizaines et probablement plusieurs centaines de jeunes filles, les a torturées à mort avec des raffinements de cruauté inouïs, avant de se baigner dans leur sang.
ça sur Europe 1, extrait de la bande originale du film La Comtesse de Julie Delpy. Restez avec nous, on retrouve Franck dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec un récit qui nous plonge aujourd'hui au cœur de l'histoire de celle qu'on appelait la Bête ou encore la comtesse sanguinaire, Elisabeth Báthory, Franck. Je ne sais pas si j'ai bien fait, Julia, d'annoncer hier que l'émission d'aujourd'hui serait plus légère. C'est-à-dire que bain de sang, bête, je ne sais pas. Bon, alors cette comtesse Elisabeth Báthory, soit dite à sa décharge, possède une lourde hérédité. Sa mère était la sœur d'un roi de Pologne déjà pas très net et elle avait épousé son propre cousin, figurez-vous. Alors elle-même, c'était la mère, c'était une femme droite et pieuse, mais dont on peut signaler tout de même qu'elle avait un demi-frère d'une cruauté, on dirait aujourd'hui d'un sadisme confinant à la folie, et 2 de ses propres oncles avaient dû être enfermés parce qu'ils étaient fous eux aussi. Il y a également des relations incestueuses dans la famille. Et du côté du père, ce n'est pas mieux. La tante d'Erzsébet a tué ses 2 premiers maris, évidemment. Elle s'est enfuie au bras d'une femme. Elle finira capturée par les Turcs et violée collectivement. Vous voyez qu'il y a quand même un petit peu chargé, évidemment. Un passif, oui. Alors, en 1571, à l'âge de 11 ans, Erzsébet est fiancée à l'un des plus grands seigneurs de Hongrie, Ferenc Nadasdy. Les Nadasdy, c'est une très grande famille. On peut dire qu'avec les Báthory, d'ailleurs, ils se partagent littéralement le pouvoir local. Ferenc est un peu plus âgés qu'elle, ils se marieront en 1575 au château de Varano. Et là, ce sont des fêtes somptueuses, un mois entier de banquets, de réjouissances. Et puis, les époux s'installent donc à Krzejcie, dans cette forteresse dont je vous parlais tout à l'heure. On est là dans un pays d'une âpreté incroyable, un pays peuplé, croit-on encore à l'époque, de fées, de dragons et d'esprits malins. Erzsébet est très belle, sa tête est presque moderne quand on voit les portraits aujourd'hui. Elle a notamment des yeux, un regard de velours noir, comme ça, assez étonnant, un front très haut, de beaux cheveux qui au départ étaient noirs mais qu'elle a très vite teint en blond. Il faut vous dire qu'elle a une prédilection très précoce pour les onguents, pour les pommades et les fards etc., les fonds de teint. Elle est donc très belle, elle est assez douce en apparence, mais elle s'ennuie, et d'autant plus que son mari est souvent absent. Il lui faut mettre un petit peu de piquant dans sa vie, et c'est là très tôt que se révèle un penchant très vif qu'elle a pour la cruauté. Elle punit ses servantes à la moindre occasion en leur enfonçant des épingles dans la chair. Elle va même jusqu'à exposer l'une d'elles toute nue, enduite de miel aux piqûres des insectes de la forêt voisine. Son mari devrait s'inquiéter de ce genre de comportement, mais non. Ferenc ne s'inquiète pas, il lui suffit qu'Erzsébet, après une assez longue stérilité de 9 ans, ait fini par lui donner des enfants, 3 filles et un fils. Sa descendance est assurée, pour lui c'est l'essentiel. Un jour qu'elle se promène à Krzejcie en compagnie de son beau cousin, Ladislas Bende, qui est très cher à son cœur, les 2 jeunes gens croisent une vieille femme très ridée. La comtesse demande à son cousin « Que diriez-vous si je vous obligeais à lui faire l'amour ?» « Ce serait horrible, répond Ladislas, sauf que la vieille femme a entendu, elle s'arrête, elle se retourne, elle fixe Erzsébet droit dans les yeux. « Comtesse, dit-elle, un jour, tu seras comme moi. » Ces mots, la jeune femme va les garder en elle. Ils prennent de l'importance. Ils deviennent une obsession pour elle. Elle qui toujours a été hantée par l'angoisse de vieillir, voilà qu'elle se retranche de plus en plus derrière les hauts murs de Krzejcie en compagnie de ses confidents. Il y a là le nain Ficzko, la vieille nourrice Joljona, des personnages dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils n'ont sur elle pas une très bonne influence. Lorsque son mari consent à l'emmener avec lui à Vienne, à la cour de Rodolphe de Habsbourg, Erzsébet en profite pour rencontrer des herboristes, des alchimistes, des magiciens même, qui vont lui procurer toutes sortes de baumes et de potions contre le flétrissement. Mais tout ça, c'est bien peu. Ce qu'il lui faudrait, lui a dit son amie la sorcière d'Arvoulia, ce sont des bains de sang humain. Mais si, il paraît que le sang des jeunes vierges, notamment, est le plus souverain des remèdes. Ah, si Erzsébet osait, si elle était vraiment la maîtresse chez elle.
Eh bien, elle va le devenir, parce que le 4 janvier 1604, le comte Ferenc Nadasdy meurt. Il laisse une veuve qui donc est encore jeune, elle a 44 ans, Erzsébet, elle est très riche et à la tête d'un domaine gigantesque. Plus personne désormais n'osera s'opposer aux volontés de celle qui est par ailleurs une des grandes alliées de l'empereur d'Autriche. Grâce à de sinistres complices ou âme damnée, dont ce nain fidèle dont je vous parlais tout à l'heure et qui la suit partout comme son ombre, la comtesse Báthory va pouvoir donner libre épanchement à ses redoutables obsessions. Elle fait venir jusqu'à elle, dans son château fort des Carpates, des jeunes filles des environs, des servantes, des filles de peine que l'on séduit avec une pièce d'argent ou avec une petite robe. Vous savez, c'est facile, il y a tellement de gens pauvres dans cette région. On les voit entrer à Kscheitze, seulement on ne les voit jamais en sortir. En revanche, les enterrements nocturnes se multiplient. Ils font jaser dans la région. Mais personne ne bronche, personne n'ose affronter la très puissante alliée de l'empereur. Quand je dis personne, c'est pas tout à fait vrai. Il y a un homme courageux, un prêtre, le pasteur de Kscheitze. Il s'appelle János Ponekhenus. Lui a été averti par son devancier des sombres agissements que l'on peut deviner dans les caves du château. Alors il a d'abord refusé d'y croire et puis, les événements prenant tout de même une certaine ampleur, il a bien dû se rendre à l'évidence. Le père János a écrit des lettres aux autorités de la province. Seulement la police d'Erzsébet est bien faite, les courriers sont interceptés. Alors le pasteur a pris lui-même le chemin de Presbourg et pour l'empêcher de témoigner, on l'a arrêté en route et on l'a menacé. Il va falloir attendre 1611 pour que soit intenté un procès à l'encontre de la comtesse. Ce sont les minutes de ce procès qui nous apprennent la vérité sur ce qui se tramait dans les soubassements de la forteresse. Or, ce qui est écrit dans ces minutes, ce qui se raconte là, dépasse en horreur à peu près tout ce qu'on a pu voir dans l'histoire du crime. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec à la une sur Europe 1, l'une des plus grandes criminelles de l'histoire, on lui impute les meurtres de plus de 600 jeunes filles. Franck nous raconte l'histoire d'Elisabeth Báthory. Le premier accusé au procès de 1611 est le gnome Ujvari. Il a déclaré avoir tué lui-même 37 jeunes filles. Alors il décrit les tortures infligées aux victimes par les vieilles complices d'Erzsébet. Elle leur liait les mains, dit-il, et les bras très forts avec du fil de Vienne et les battait à mort. Lorsque leur corps était noir comme du charbon, la peau se déchirait. Vous voyez, bon appétit pour tous ceux qui nous écoutent en déjeunant. Pour leur tirer leur sang, Dorco c'est la confidente de la comtesse, elle leur coupait les doigts avec des ciseaux, elle leur piquait les veines. Iona, cette fois c'est la nourrice, qui a été la véritable conseillère, une sorte de mère de substitution pour Erzsébet. Iona faisait rougir les tisonniers et les appliquait sur le visage, le nez, l'intérieur de la gorge des victimes. C'est toujours le gnome qui parle, je cite, « Un jour la maîtresse elle-même a mis ses doigts dans la bouche de l'une d'elles et a tiré jusqu'à ce que les lèvres se fendent. Elle les piquait aussi elle-même avec des épingles et en a tué une de cette façon donc, parce qu'elle avait volé une poire. » Fallait-il du reste qu'il y ait un prétexte pour tomber dans de telles extrémités ? Précisons que le plus souvent, les victimes étaient écorchées à l'aide de pinces spéciales. Alors, le procès se poursuit, les juges sont effarés de ce qu'ils découvrent peu à peu. Quand je dis les juges, ce sont plus exactement des intendants du gouverneur de cette haute Hongrie. La vieille Iona est contrainte d'avouer la mort de 50 jeunes filles. Elle donne des précisions sur la façon qu'elle avait de les faire brûler. Ce ne peut même pas être raconté à la radio, cette chose-là. Il y avait parfois tant de sang autour du lit de la maîtresse, ajoute-t-elle, qu'il fallait jeter de la cendre dessus. Ce que nous apprend ce témoignage, c'est que la comtesse sanglante torturait partout, pas seulement à Kscheitze. Souvent, le voisinage était incommodé par les hurlements des victimes. À Vienne, les moines d'un couvent mitoyen sont allés jusqu'à jeter des pierres dans les fenêtres de leur trop bruyante voisine. Il lui arrivait aussi, parce qu'elle devait trouver le temps long en voyage, il lui arrivait de torturer dans son carrosse.
on est vraiment je pense qu'on peut parler d'un cas tout à fait extrême. Sur la fin, la comtesse a été convaincue de la supériorité du sang bleu pour les bains de jouvence, parce qu'elle prenait des bains du sang de ses victimes. Alors elle ira les choisir dans la noblesse hongroise. Et on peut penser évidemment que ça n'a pas été pour rien dans la précipitation de sa chute. L'épouvantable Dorco, dont je vous parlais tout à l'heure, lorsque vient son tour de témoigner, ne reconnaît le massacre personnel que d'une trentaine de victimes. Quand je dis que, tout est relatif. Pour les personnes qui nous prendraient en route, ils doivent se demander ce qui m'arrive. Dorco précise l'usage que la comtesse faisait de ses pinces en argent aux endroits sensibles des jeunes filles torturées. Elle avoue qu'elle l'a vu souvent les mordre elle-même jusqu'au sang. Vous voyez d'où vient, à partir de là, l'amalgame qu'on a pu faire entre la comtesse Báthory et les vampires. Après tout, la légende de Dracula s'inspire largement de son histoire. Autour de cet effroyable massacre en masse, la conspiration du silence n'en aura pas moins duré des années. Il va falloir une conjonction de circonstances politiques, mais surtout il va falloir le courage et l'obstination de ce pasteur Ponikenus dont je vous parlais tout à l'heure, pour que soit enfin dénoncée l'horreur et que le grand palatin de Haute-Hongrie, donc qui s'appelait George Thurzó, finisse par y mettre un terme. Le grand palatin se présente à Kejtse le 29 décembre 1610. Il découvre dans les caves à torture de monstrueux restes sanguinolents et surtout il découvre un carnet sur lequel la comtesse a soigneusement noté le nom et les singularités de ses victimes. Alors les enquêteurs prennent ce carnet, ils en tournent les pages, ils font et refont leur compte. Il y a là 610 noms. 610. Tous les complices de la comtesse sanguinaire seront évidemment condamnés à mort. Elle-même n'échappe au billot que par une grâce spéciale octroyée en mémoire des services rendus à l'Empire par son défunt mari. Encore est-ce pour être murée vive dans sa forteresse, où elle survivra tout de même près de 3 ans, si l'on en croit le fait que la nourriture, jusqu'en 1614, a été prise quotidiennement au petit guichet de la porte. Bonjour Jean-Marie Ny, merci de nous avoir rejoints. Alors, ce personnage d'Erzsébet Báthory a fait énormément couler non seulement du sang mais de l'encre, puisqu'on lui a consacré de très nombreux articles, beaucoup de livres, etc. Chacun y est allé un peu de son exagération. Et à partir de ce carnet découvert donc par le grand palatin Thurzó, on a admis qu'elle aurait tué jusqu'à 600 personnes. Certains historiens en rabattent beaucoup et nous disent que le nombre des victimes aurait été nettement plus faible. Oui, on situe le nombre de victimes entre 100 et 200, mais on n'a absolument aucune preuve parce qu'on n'a pas dénombré les cadavres. Les cadavres qui étaient enterrés au fur et à mesure tout autour de la forteresse par d'ailleurs un des complices d'Elisabeth Báthory qui se trouvait être son amant d'ailleurs. Tout à fait. Oui. Et qui donc les enterrait de façon nocturne, au vu et au su. Au vu peut-être pas, mais au su de tout le monde. Il y a dans cette affaire une véritable question, c'est celle de la complicité d'une population tout entière avec des crimes dont quasiment personne n'ignorait rien. Il y avait une véritable omerta tout autour du château. Il était absolument interdit de parler de ces choses-là. D'abord parce que la comtesse était de sang royal, c'était un grand personnage. Alors cette comtesse criminelle a été probablement accompagnée, voire peut-être même précédée dans ses crimes par son drôle d'entourage. On est à une époque où l'on aime beaucoup s'entourer de monstres avec de grands guillemets. On est entouré de gnomes divers. C'est toute la tératologie de la cour espagnole des Habsbourg, mais qui a fait des petits jusqu'en Autriche et jusqu'en Hongrie. Donc il y a autour d'Elisabeth Báthory une sorte de conseil sinistre composé de sorcières notamment. Oui, et d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est que les 4 principaux conseillers ou conseillers occultes de la comtesse ont été traduits en justice, alors que la comtesse, elle, n'a pas comparu. Donc, enfin, elle a quand même été emmurée vivante. Oui, mais elle n'a pas comparu. Mais elle n'a pas comparu au procès. Elle n'a pas comparu parce que elle était de sang royal, donc. Elle était trop puissante finalement. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, ceux-mêmes qui l'ont jugée prenaient des risques
risque, car il s'attaquait à une personne dont les relations auraient pu les briser eux-mêmes. Alors, le pasteur qui l'a dénoncé, lui, a été un véritable héros, on peut le dire. Ah, bien sûr, c'est extrêmement dangereux de lancer des accusations. Comment est-ce que tout a commencé ? Qu'est-ce qu'on peut dire de précis, sans rentrer de nouveau dans les détails macabres ? C'est ce que nous voyons avec vous, Jean Marigny, dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et pour parler d'Elisabeth Báthory, la dame sanglante, nous sommes toujours en compagnie de Jean Marigny, auteur de nombreux ouvrages sur les vampires, dont La fascination des vampires chez Klingsik, Franck. Oui, qui est sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et vous en avez un en préparation, Jean Marigny. Ce sera un grand album qui sort chez La Martinière, Vampires de la légende au mythe moderne. C'est cela, oui. Donc je couvre à la fois les légendes, le cinéma, la littérature et la mythologie moderne du vampire. Alors, puisqu'on parle de vampires et de vampirisme, évidemment, nous allons voir tout à l'heure toutes les histoires que la légende d'Erzsébet, que son histoire réelle a inspiré. Mais est-ce qu'elle-même peut être rangée, si je puis dire, dans cette catégorie ? On se rend compte, au départ, on pense à la comtesse sanguinaire, on dit qu'elle prend des bains de sang, qu'elle va jusqu'à mordre certaines de ses victimes jusqu'au sang. Donc là, on s'approche du vampirisme. Et puis, quand on regarde les choses dans le détail, et notamment le déroulement du procès, enfin les témoignages du procès, on se rend compte que c'est surtout une forme de sadisme polymorphe qui l'habite. Alors la grande difficulté en ce qui concerne la comtesse Báthory, c'est de faire la part des légendes et des minutes du procès qui, elles, donnent des informations absolument objectives. Et donc, à aucun moment, ni dans la légende, ni dans les différents procès-verbaux, il n'est indiqué qu'elle ait jamais bu du sang. Donc ça, c'est une chose... Voilà, donc ça, là, on est vraiment dans l'extrapolation. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. En revanche, après sa mort, des paysans prétendent l'avoir vu se promener la nuit. Donc, entre ce genre d'apparition et le vampirisme, il n'y a qu'un pas. Hein, donc, que certains ont franchi allègrement. Le fantôme de la comtesse hanterait encore les ruines de Kchaïtsé. Exactement. Et alors, je pense que la relation entre la comtesse Báthory et le vampirisme, c'est à Bram Stoker, l'auteur de Dracula, qu'on le doit. Parce qu'en fait, c'est elle qui lui a servi de modèle. Alors, on va venir à cet aspect-là, à Dracula, au film, etc., tout à l'heure. Ce que j'aimerais essayer de comprendre avec vous, c'est ce qui a pu se passer. D'abord, comment est-ce que tout a commencé ? Alors là, c'est toujours la légende qui parle parce qu'il n'y a pas véritablement de récit dans les procès-verbaux, mais on dit qu'un jour, elle aurait giflé une de ses servantes et le sang aurait giclé sur sa peau. Il fallait quand même la gifler très fort. Ah bah oui, mais vous savez, compte tenu du personnage, oui, c'est pas très étonnant. Oui. Et donc, elle aurait eu une goutte de sang sur sa main. Elle aurait constaté que sa peau était plus douce à l'endroit où la goutte de sang était tombée. Sinistre expérience. Donc, elle aurait considéré dans un premier temps le sang comme effectivement une sorte d'élixir, une sorte de baume pour garder la beauté éternelle. Et puis ensuite, elle a pris vraisemblablement plaisir au jeu. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est plus vraisemblablement le sadisme. On a un petit peu la même chose dans le cas par exemple, de Gilles de Rais. Gilles de Rais faisait couler le sang au départ parce qu'il était alchimiste et il espérait trouver la pierre philosophale. Il a pris goût au fait lui-même. Et puis ensuite, il a pris goût. Voilà, c'est ça. Et donc, pris goût ou révélé des pulsions qui jusqu'alors n'avaient pas eu. Il faut dire que dans les champs de bataille, il avait eu l'occasion de faire couler le sang. D'ailleurs, une de nos auditrices, Yvonne, fait immédiatement quelle horreur tout de même, nous dit Yvonne. Gilles de Rais doit se retourner dans sa tombe en entendant les tueries d'une rivale, en quelque sorte. C'est vrai que 2 siècles avant, Gilles de Rais avait commis des crimes qui ressemblent quand même beaucoup à ceux d'Erzsébet Báthory. Il faut signaler que toutes les victimes d'Erzsébet, de la comtesse hongroise, étaient des femmes, alors que chez Gilles de Rais, c'était la plupart du temps de jeunes hommes, en fait. Hein. Oui. Là, c'était des femmes. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est jamais attaquée aux hommes ? On sait ça ? Ça, on n'a aucune idée sur cette question, mais il était beaucoup plus facile dans les campagnes d'enlever des jeunes filles parce que, évidemment, il y avait un machisme dans la société et la disparition d'une jeune fille était moins importante que la disparition d'un jeune homme. Quoi. Oui, ça, évidemment, donc, ça pouvait presque passer inaperçu. Oui, voilà.
Il y a chez elle quand même un acharnement, tout ça prend des dimensions délirantes et on a l'impression que ça n'est pas seulement la comtesse elle-même qui se laisse entraîner dans ce délire, c'est tout le petit groupe autour d'elle. On peut parler d'une folie collective en quelque sorte ? Tout à fait. Je pense que c'est Dorco, sa nourrice, qui l'a véritablement lancé sur cette voie-là. Et puis ensuite, les 3 autres complices en ont rajouté. Donc c'était des personnages qui... L'une d'entre elles était sorcière, Darvoula. Elle s'adonnait à la magie noire. Et donc, je pense qu'il y a une espèce de frénésie des 5 personnages qui ont amené ces crimes. Vous qui connaissez bien, mieux que bien, ces histoires de vampirisme, Jean Marigny, est-ce qu'il existe dans la pathologie actuelle, moderne, est-ce qu'il existe dans le diagnostic médical quelque chose qui s'apparenterait à ça ? Est-ce qu'il peut y avoir une sorte de fascination morbide du sang ? Bien sûr, un certain nombre de tueurs en série qu'on a appelés vampires, qui faisaient couler le sang et qui éventuellement buvaient même, éprouvaient une satisfaction sexuelle à faire couler le sang. Donc ça, c'est un phénomène bien connu des criminologues et des psychologues. On peut dire donc que la sainte patronne de cette chapelle-là s'appelait Erzsébet Báthory, qu'elle vivait en Hongrie au XVIe siècle. Nous allons voir qu'elle a eu énormément de postérité et que beaucoup d'auteurs de fiction, bien sûr, se sont inspirés de son histoire. Dominique, sur Europe 1, extrait de la bande originale de La Comtesse. C'est un film de Julie Delpy, Franck. Voilà, c'est un film de Julie Delpy qui est sorti en avril 2010, qui a redonné une sorte de jeunesse, ça lui aurait plu, à La Comtesse sanguinaire. Alors, c'est loin d'être le seul film qui a été réalisé dessus. Il y en a un qui doit sortir bientôt, me disiez-vous, Jean Marigny. Il y en a un qui doit sortir bientôt. C'est un film de Ulrike Oettinger qui s'appelle Die Blutgräfin, c'est-à-dire la Comtesse sanglante. Qui est une coproduction germano-autrichienne et qui, donc avec Tilda Swinton, une actrice anglaise dans le rôle de la comtesse, et Isabelle Huppert dans le rôle de sa confidente Hermine, personnage imaginaire. Il y a d'autres films, d'ailleurs souvent un peu qui ont pris de grandes libertés avec l'histoire. Les Lèvres Rouges en 71 avec Delphine Seyrig, Comte Zimoro en 74 avec Paloma Picasso, etc. C'est donc un personnage qui bien sûr a inspiré les cinéastes, pas seulement les cinéastes du reste. Oui, bien sûr. Alors en ce qui concerne le cinéma, à ma connaissance, la première occurrence de la comtesse Báthory dans un film de fiction, c'est Les Vampires de Riccardo Freda en 1956, qui est transposé au XXe siècle. Il y a eu un certain nombre de films où on fait revivre la comtesse Báthory au XXe siècle. Et Les Lèvres Rouges que vous citiez d'Harry Kummel, avec Delphine Seyrig, c'était le cas. C'était transposé au XXe siècle. Et en même temps, sans vouloir faire du contextualisme, il est évident qu'une affaire comme celle-là ne peut se passer précisément que dans un temps et dans un lieu très isolé. Et évidemment, si elle n'avait pas été aussi puissante dans un régime encore féodal et dans une région aussi reculée des Carpates, je pense qu'on ne l'aurait pas laissé faire. C'est exactement ce qui se passe avec Gilles de Rais aussi, bien d'ailleurs, sûr. Au XIVe siècle. Alors, le personnage qui a été qui a été directement inspiré de cette affaire, vous nous le disiez tout à l'heure, c'est bien sûr Dracula. C'est Dracula. Oui, on pense que véritablement c'est le personnage de la comtesse Báthory qui lui a servi d'inspiration. Parce qu'en fait, le prince Dracula, le prince Vlad l'Empaleur, qui a existé, n'avait rien à voir avec le vampirisme. Il a fait couler du sang aussi. Oh là là, oui, mais sur les champs de
d'autres raisons. Oui. Il a fait empaler, ébouillanter, torturer des dizaines de milliers de personnes, mais on n'a jamais, à aucun moment, on n'a jamais dit que c'était un vampire, ni après sa mort, ni pendant son existence. Donc c'est uniquement le nom du personnage qui a plu à Bram Stoker et il l'a utilisé en faisant revivre ce personnage au XIXe siècle. Hein. Mais en revanche, ce qui a séduit Bram Stoker dans la biographie de Bathory, c'est qu'elle habitait dans un château qui était un véritable nid d'aigle. Hein, donc, ça tombait bien, ça faisait un beau décor. Elle était comtesse, il est comte. Et pourquoi a-t-il fait du personnage un personnage masculin? J'ai envie de dire, ça fait presque moins peur d'un seul coup. Ça fait presque Cette moins comtesse, peur. Là, ça a quelque chose d'étonnant. Je pense que c'est peut-être. Il ne faut pas oublier que le roman est sorti à la période victorienne, et donc une femme vampire, ça aurait été trop audacieux. Alors ça a été fait. Hein. Carmilla, par exemple, de Le Fanu, c'est une femme vampire, mais une femme scandaleuse. Hein. Alors vous êtes vous-même donc un grand spécialiste du fantastique. Hein. Vous avez d'ailleurs créé un groupe de recherche d'études sur le Exactement, sur oui. le À l'université, je ne suis plus à l'université. Vous êtes professeur honoraire des universités. Je ne suis plus à l'université Grenoble 3 depuis 12 ans maintenant, mais à l'époque, j'avais créé le GERF, qui était le groupe d'études et de recherche sur le fantastique. Et je fais actuellement partie d'un groupe qui s'appelle le CERLI, Centre d'études et de recherche sur les littératures de l'imaginaire, qui continue à faire ce genre de recherche. Ce que vous me disiez juste avant que ne commence cette émission, c'est que votre grande expérience de tout ça vous a montré que les Français étaient relativement rétifs à ces questions de vampires, de vampirisme et d'une façon plus générale d'horreur. Très souvent, en particulier au cinéma, le vampire en France est traité d'une façon humoristique. Hein. C'est-à-dire qu'on ne le prend pas au sérieux. Je prends un exemple, Dracula père et fils, avec Bernard Menez, Dracula et les Charlots et Dracula, évidemment, c'est pas sérieux du tout, et ça convient beaucoup mieux. Les Français, je pense, n'aiment pas beaucoup l'humour noir, alors que les Anglo-Saxons en raffolent. Nous nous adressons à un public français aujourd'hui. Oui, c'est vrai. J'espère qu'ils n'auront pas été trop rebutés néanmoins. Pour finir, j'aimerais que vous nous disiez ce qu'il en est du phénomène du vampirisme en tant que tel, parce qu'on a beaucoup tourné autour du pot, si j'ose employer l'expression, pendant cette émission. Est-ce qu'il y a eu de véritables vampires dans l'histoire, Jean Marigny ? Alors, personnellement, moi je suis rationaliste, hein, donc je ne crois pas aux vampires, je ne crois pas aux morts vivants, mais en revanche... Alors, si on ne croit pas évidemment aux vampires au sens tel que la gousse d'ail, etc. Mais en revanche, ce que je voulais dire, y a-t-il eu des personnes qui se sont abreuvées de sang humain, pour parler plus clairement ? Bien entendu, et en particulier dans les annales de la criminologie, il y a toutes sortes de vampires, le vampire de Düsseldorf, le vampire de Hanovre, le vampire de Londres, qui sont des assassins, des tueurs en série, qui ont fait couler le sang et qui l'ont bu. Hein. Donc ce genre de personnage existe véritablement. Et on leur a donné le mot vampire, si vous voulez, par métonymie, parce que mais en fait, ce ne sont pas des morts vivants, bien entendu. Jean Marigny, vous êtes l'auteur de 100% le réveil des vampires aux éditions Gallimard, c'est dans la collection de découvertes, ça. Oui. Dracula, prince des ténèbres, ça c'est chez Larousse, c'était en 2009. Le vampire dans la littérature du XXe siècle, chez Champion, c'est un livre un peu plus ancien, de 2003. Oui. Et puis, Vampire de la légende au mythe moderne, un grand album bien débordant de sang sur fond rouge, chez La Martinière. Je vous promets, Julia, et ça cette fois c'est tout à fait vrai, donc je le note, que demain l'émission sera un peu plus calme, beaucoup plus légère. Bonjour Roland. Et bonjour Franck, j'aurais adoré, je vous le dis parce que c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui, j'aurais adoré être l'un de vos stagiaires dans vos multiples activités d'historien, puisqu'aujourd'hui, précisément, le sujet des experts, c'est comment mettre à profit ces stages. Merci Roland, à demain Fatima.